Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 février 2024 et puis on va pas se mentir, on est dans ces journées un peu d'attentisme. On a eu quelques chiffres économiques hier, entre autres les durable goods aux États-Unis ou encore la confiance du consommateur. Les deux étaient plus faibles. L'un dans l'autre, les marchés n'ont pas fait grand-chose. Le Dow Jones termine légèrement en baisse, le S&P légèrement en hausse. En Europe, c'est légèrement meilleur, mais c'est pas non plus l'euphorie. Il se passe pas mal de choses à l'intérieur des indices, beaucoup moins sur la globalité. C'est pas un marché de tendance sur tout le marché en général. On est un petit peu en zone d'attente, et puis on attend de voir surtout le PIB qui va sortir cet après-midi aux États-Unis, et puis demain, bien sûr, le fameux chiffre de l'inflation. On a également eu deux personnes de la Fed qui ont parlé hier, et ce sera en gros, ça a été en tout cas une des questions principales, mais ça n'a pas eu d'impact. On reviendra aussi sur le sujet des taux, parce que c'est le gros truc du moment, et c'est là qu'on cherche à savoir quel sera le step suivant, même si on commence à comprendre gentiment qu'a priori, la baisse des taux, c'est pas non plus la priorité principale des autorités américaines. La grande nouvelle de la journée d'hier, même si ça ne se ressent pas forcément sur la performance du titre, c'est Apple. Apple a annoncé hier qu'il se retirait définitivement du programme des voitures électriques. Donc ça fait des années qu'on nous vend l'histoire comme quoi Apple sont en train de préparer l'Apple Car, le truc qui allait révolutionner la voiture électrique, concurrencer tous les plus grands noms du secteur. Apple a annoncé hier que non, finalement ils arrêtaient et puis ils laissaient tomber le programme. Alors bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, en tout cas le marché de la voiture électrique lui n'a pas réagi, puisque quand on regarde les concurrents potentiels ou ceux à qui Apple aurait pu faire du mal, pour ne pas citer Tesla, aucun effet, aucune réaction. On a vu monsieur Musk qui a tweeté deux émoticônes, un qui fait le salut et l'autre une clope à côté. Je ne comprends pas forcément bien la signature, mais peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a eu zéro impact. Le seul impact que ça a eu, c'est que ça a généré un tout petit rebond sur le titre intraday quand ils ont annoncé la nouvelle, mais surtout pour la pure et simple raison qu'ils ont annoncé que l'un dans l'autre, tout le staff qui s'occupait de l'Apple Car allait déplacer pour développer des projets sur l'intelligence artificielle. Et donc forcément, quand vous annoncez des trucs pareils, c'est toujours positif. Donc, petite nouvelle positive pour Apple, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle tient extrêmement bien son support des $180. Ça, c'est à double tranchant. Si on arrive à trouver un peu d'énergie pour repartir, elle peut aller très vite à son plus haut historique. En revanche, si elle cassait, ça risque d'être assez violent. La question qu'on peut se poser, c'est si en annonçant qu'on sort le staff de l'Apple Car pour aller la mettre sur l'intelligence artificielle, et que le titre prend 0,8% dans la journée, on ne sait pas ce qui va être le catalyste pour faire exploser le titre derrière, sachant que l'iPhone n'a plus vraiment d'impact dessus, et on se demande quels pourraient être les produits suivants qui pourraient dynamiser Apple. La question reste donc ouverte. Néanmoins, Apple tient bien ses supports pour l'instant. L'autre titre de la journée, c'est une boîte qui s'appelle Viking Therapeutics. Alors Viking Therapeutics, probablement que vous la connaissez pas forcément, à moins que vous soyez à fond dans les biotechnologies. Mais Viking Therapeutics a annoncé hier que son médicament, le VK2735, marchait très bien en phase 2. Alors vous me direz, présenté comme ça, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Ça veut dire que la deuxième phase d'évolution et de test du médicament, le VK2735, fonctionne très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait simplement que le VK2735 est un médicament qui fait partie de la famille des médicaments anti-obésité qui ont fait le succès de Novo Nordisk, plus grosse capitalisation boursière européenne, et Eli Lilly, meilleur performeur de toutes les pharma américaines, l'année dernière. Donc ce nouveau médicament, encore un nouveau médicament contre l'obésité, le principe est exactement le même, donc injection qui fait que ça ralentit la digestion, donc vous n'avez plus envie de manger, vous mangez plus, vous perdez du poids. Bref, c'est super. Et donc le marché a adoré cette nouvelle. Alors bien sûr, aujourd'hui, le médicament n'est qu'en phase 2. Il y a encore la phase 3 et l'approbation de la FDA qui doit arriver, mais ils ont l'air bien partis pour aller dans cette direction. Alors dans le doute, le marché a fêté ça. Le titre a pris 104%. Oui, 104% parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas les choses à moitié, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour vraiment s'amuser et on s'amuse, et puisque ça a été fêté dignement par le marché. Alors,
Encore une fois, ils vont pas gagner de l'argent immédiatement, ils sont plus en phase de dépenses pour l'instant. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que vu le stade où ils en sont et vu l'avancée qu'ils ont pris par rapport à d'autres boîtes comme Pfizer, par exemple, parce que Pfizer, ils ont arrêté le développement de ce type de médicaments, et bien du coup, Viking Therapeutics devient un candidat au rachat. Une pharma qui aurait beaucoup d'argent pourrait se faire plaisir en disant « Tiens, allez, hop, j'achète Viking Therapeutics, comme ça j'ai aussi un médicament anti-obésité qui est en phase finale, entre guillemets, bien avancée, ça pourrait être intéressant. Et je pense que c'est principalement là-dessus qu'on est en train de jouer, parce que de toute façon, ce genre de biotech qui développe ces médicaments ne peuvent pas, du jour au lendemain, avoir un réseau de distribution aussi efficace qu'une Novartis, une Sanofi ou une Merck. Alors pour le reste, eh bien, on viendra un petit peu à la macro, puisqu'on a eu donc deux personnes de la Fed, monsieur Schmidt et madame Bowman, qui ont parlé hier. Grosso modo, les deux ont eu plus ou moins le même discours. Ils ont dit qu'il n'y avait absolument pas d'urgence à baisser les taux, parce que d'abord, il fallait qu'on voit si l'inflation commençait à ralentir. Alors, on est de nouveau dans notre thématique de l'inflation. Alors, si vous avez jamais regardé une de mes vidéos, vous pouvez écouter. Si vous avez déjà regardé, c'est toujours la même histoire. On est en train de se dire, est-ce que l'inflation est en train de ralentir ou de repartir? Le CPI nous dit pour l'instant que ça repart à la hausse, mais on nous a dit que le CPI, c'était de la daube et qu'il fallait se concentrer sur le PCE. Le PCE, ça sera demain. Donc, en fonction des chiffres qui vont sortir demain, les gens vont se dire, ah oui, ils pourront baisser les taux, ou alors, ah bah la baisse des taux, on la verra peut-être en 2025. Donc, nous, on est un peu comme ça, très tranché dans nos prises de décision. Donc, on va voir un petit peu ce qui va sortir du PCE, mais en gros, le message des membres de la Fed aujourd'hui pour aujourd'hui, enfin hier pour hier, parce qu'aujourd'hui, il y aura deux autres, Bostich et Williams, qui vont également parler. Le message, c'est qu'il n'y a pas d'urgence de baisser les taux tant que l'inflation ne montre pas vraiment des signes de faiblesse et qu'idéalement, en même temps, que l'économie ne montre pas non plus une croissance trop extensive. Donc du coup, on va voir le PIB cet après-midi, le PCE demain. Donc autant vous dire que par rapport à ces deux chiffres, on va se faire une espèce de mayonnaise et puis se faire des théories sur ce qu'éventuellement peut-être la Fed pourra faire. Ce qu'on fait d'ailleurs depuis 4 mois et ce qui nous a fait monter de 25%. Et jusqu'à maintenant, pour l'instant, on a fait plein de projets. Je vous rappelle avec une baisse des taux qui était agendée en mars, qui pour l'instant, elle est toujours pas là, et visiblement, c'est pas pour demain. Après, vous l'avez vu, les marchés sont un petit peu suspendus à haute altitude. On a fait une très belle performance ces dernières semaines. On va pas revenir sur les raisons de cette très belle performance, puisque l'AI a pris le relais de la théorie des baisses des taux. Mais aujourd'hui, on a le marché qui est un petit peu là, suspendu tout en haut, et puis qui se dit, bon, je fais quoi là? Je continue ou comment on va où, les gars? Et alors, on se pose des questions. Donc du coup, si vous regardez un peu la littérature financière, les médias financiers, il y a à boire et à manger. Il y a tout le monde qui vient donner ses opinions. C'est toujours un peu dans ce genre de phase. On dit, oui, ça va exploser encore de 35%. Oui, ça va baisser encore de 35%. Chacun vient donner son opinion qui vaut ce qu'elle vaut, parce que de toute façon, une fois sur deux, on a tort, et puis si on a raison, on sera une star, si on a tort, tout le monde aura oublié, donc c'est pas très important. Néanmoins, quand vous regardez, c'est assez frappant, typiquement ces derniers jours, je suis tombé sur un article aujourd'hui, enfin sur deux articles, même journal, côte à côte, vous en avez un qui dit « on va tous crever » et l'autre qui dit « ah non, le bull market, il est à mi-chemin ». Donc choisissez simplement votre camp, il suffit de faire pile ou face, et puis vous verrez, il y en a forcément un des deux qui aura raison. C'est assez intéressant parce que soit on nous dit que le bull market est à mi-chemin, sachant qu'on ne sait pas où est le début pour faire le calcul de mi-chemin, mais on a encore énormément de hausse à faire. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui nous disent on va se prendre une tôle, mais pas une correction de 10%, une tôle monstrueuse de 30-35%, enfin vous choisissez, peu importe, c'est l'importance que vous voulez donner à votre rapport. Donc vraiment pour l'instant, les avis sont partagés et on n'a aucune idée, c'est vraiment du pile ou face, mais tout le monde est en train d'essayer de donner son avis. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous écoutez ces gens-là, si vous avez un méga bull ou un méga bear côte à côte, vous passez 1 heure avec chacun des deux, et vous verrez que leurs arguments sont aussi valables les uns que les autres. Donc de savoir qui aura raison, ça sera probablement déclenché par autre chose. Peut-être la géopolitique, comme le disait monsieur Powell. Dans le reste des news, on a le pétrole qui frise les 79 $ parce que les inventaires sont plutôt bullish pour l'avenir. Attention, 79 $, c'est des zones de résistance, ça peut casser et aller chercher plus haut si ça casse les 80-80,5. Attention à l'accélération sur le baril et attention aux risques inflationnistes qui vont avec. Le Bitcoin a tapé les 57 000. Quand on regarde un petit peu les inflows, les outflows, ce qui est assez intéressant à voir ces derniers jours, c'est que le Bitcoin, les ETF Bitcoin ont des massives inflows qui rentrent, donc des gens qui investissent massivement dans ces ETF. Et de l'autre côté, sur l'or, vous avez des massives outflows sur l'or. Pourtant, le prix de l'once reste relativement stable, autour des 2030-2040 $.
Et donc c'est assez intéressant, mais on voit quand même ça donne en tout cas l'impression que les gens sortent de l'or pour aller se positionner sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est donc à 57 000, mais quand vous lisez là aussi la presse, on a l'air de vous dire oui, mais de toute façon c'est une évidence qu'on va chercher les plus hauts historiques là tout de suite, là, dans quelques jours. Dans les chiffres du jour, ceux qui ont été publiés hier soir, eBay, très bons chiffres, très bonne perspective et augmentation des dividendes, le titre prenait 3% hier soir. First Solar, très bons chiffres, très bonne perspective, plus 5% after close. On voit aussi que dans le secteur du solaire, les choses sont en train de se réveiller un petit peu. Ça, c'est quelque chose à regarder tranquillement, mais il y a un peu l'impression que autant c'est un secteur qui a souffert ces derniers temps, parce que je crois qu'il a perdu quasiment la moitié de sa valeur sur les 12 derniers mois, mais là, on sent que ça revient, et sur les chiffres et les perspectives, ça a l'air plutôt pas mal. C'est en tout cas ce qu'a montré hier First Solar. Et puis alors, la star de la journée, de la soirée plutôt hier soir, et on va en reparler certainement dans les marchés aujourd'hui, c'est Beyond Meat. Alors Beyond Meat, vous savez, ils font de la fausse viande, c'est super sexy comme business. Néanmoins, Beyond Meat a annoncé hier soir des chiffres qui étaient plutôt en ligne avec les attentes, rien d'extraordinaire. On sait depuis quelques temps que c'est plutôt un business qui est en ralentissement et c'est pas l'euphorie. Mais par contre, dans le cadre de la conférence de presse, après, ils ont annoncé qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir une augmentation au niveau de leur marge pour l'année à venir. Et ça, on ne l'avait pas vu venir du tout. Résultat, le titre a littéralement explosé. Et le mot explosé est un faible mot, puisqu'à un certain moment de l'after close, hier soir, après 22 heures, le titre se traitait à plus de 100% de hausse. Et il termine la période after close en hausse de 75%. Donc normalement, cet après-midi, Beyond Meat devrait ouvrir en hausse au moins de 75%. On voit qu'on ne fait pas les choses à moitié. Et encore, ils n'ont même pas annoncé un partenariat avec Supermicro. Et puis on terminera avec le feuilleton du moment, puisque c'est l'histoire de Monsieur Macron qui a plus ou moins déclaré la guerre à Poutine en disant qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes au sol. La totalité quasiment des politiciens européens ont dit qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce que disait Macron. Il y a aussi Monsieur Biden qui est dans les feux des projecteurs parce qu'il y a un sénateur américain qui a demandé à Kamala Harris, la vice-présidente, d'invoquer un article de la Constitution américaine, j'ai oublié lequel, le numéro exactement, je crois que c'est le 25 ou un truc comme ça, qui permet au vice-président de demander la destitution du président pour des raisons d'incapacité de santé. Et les multiples gaffes et l'état de santé visible de M. Biden, de plus en plus de peine à se déplacer, et le fait qu'il n'a pas l'air d'être très certain de là où il est au moment, fait qu'il y a des politiciens qui sont en train de demander la destitution du président américain. Ça devient donc de plus en plus compliqué, et ça va être de plus en plus compliqué pour Biden de voir comment il va s'en tirer pour les élections de la fin d'année. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans la foulée, il a quand même gagné les primaires démocrates dans l'État du Michigan hier. Donc la politique reste un point assez intéressant, assez ludique d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui va nous permettre de déclencher un mouvement, de prendre une direction ou l'une ou l'autre ces prochains jours. Ça, le PCE et le GDP qui vont sortir ces prochaines 48 heures. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.